Je voulais juste rebondir sur ce que Michel avait dit à propos de cette posture de White, à propos du humain trop humain. Quand il évoque la figure de Kropotkin, il évoque d'abord dans l'idée de cette conversion à l'anarchisme, le géographe, sa volonté de comprendre un territoire immense, il est en Sibérie, mais il omet quelques petites choses intéressantes qui en fait nous permettraient de mieux comprendre Kropotkin. Kropotkin, il étudie le fonctionnement des prisons. Et c'est ce qui va provoquer chez lui sa décision d'abandonner son métier pour le tsar. Et puis la conversion véritable, elle prend place plus tard, et elle sera avec des gens bien vrais, bien concrets. C'est sa rencontre avec les horlogers, ouvriers horlogers du Jura. Et on fête l'année prochaine le 150e anniversaire de la première internationale anti-autoritaire, qui a été fondée à Saint-Imier en 1872. Et je crois que là, peut-être, il y a chez White un intérêt nécessaire vers le dehors, mais parfois il peut peut-être gommer certains aspects en fait humains. Et chez Kropotkin, pour le comprendre, il ne faut pas oublier cet aspect-là, effectivement. Il nous reste une petite dizaine de minutes avant de quitter la salle, parce que l'acte suivant du Salon du Livre pyrénéen, c'est la remise des prix 2021. Il se trouve qu'on a un lauréat dans la salle, qui plus est, il aurait fallu qu'il rejoigne le podium. Je pense, moi, à un propos très court d'un auteur que je viens de lire, qui est Jean-Christophe Cavalin, qui dit « Depuis que l'homme est le maître de la nature, il en a perdu la jouissance. » Alors, comment, par quel biais, par quelle lecture, par quelle interpénétration, par quelle modélisation, la géopoétique peut justement permettre à l'homme de retrouver la jouissance de ce qu'il a manifestement perdu. Et là, Jean-Paul vient de nous en donner, hélas, une illustration qui peut être comique, mais c'est un comique qui porte aux larmes. Juste un seul mot, on parle aussi d'écologie mentale, dépendamment de l'histoire et de la politique. C'est une façon d'améliorer la façon dont les gens se conduisent, dont ils pensent, dont ils peuvent atteindre sinon le bonheur. Donc il y a au moins deux niveaux dans l'écologie, mais ça nous entraînerait trop loin. Trop loin. Alors finalement, est-ce que l'écologie a aujourd'hui prise sur... Pardon, la géopoétique a-t-elle prise sur la réflexion écologique, ou est-ce qu'il est vraiment déjà trop tard? Est-ce que l'écologie, elle se situe, elle est satellisée dans un domaine qui ne peut plus être ensemencé, pollinisé par la géopoétique? La géopoétique est-elle appelée à suivre un chemin vraiment très particulier, où les rencontres avec l'écologie vont se faire de plus en plus rares? Moi, je pense que une des directions pour répondre, c'est la question de l'écologie mentale. Ken, il est là-dedans, bien sûr qu'il prêche sur une écologie mentale, mais c'est ça le problème, ça renvoie à l'individu, là. On n'est plus sur l'engagement politique, on est renvoyé à soi-même, à sa conscience. Un homme, ça s'empêche, comme disait le camarade Albert Camus, quoi. Donc, à un moment donné, dans notre civilisation massifiée, il faut bien revenir, avec la disparition des religions, par exemple, au sens général, nous ont laissés isolés. C'est Houellebecq qui nous le dit. Houellebecq, il n'est pas croyant, Houellebecq. Il nous explique que la disparition du christianisme et des autres religions, mais surtout du christianisme, 4% et demi de pratiquants en France, cathos, cette disparition a laissé l'homme, on va dire, orphelin. Il a la question, et Camus, athée, le reconnaît, il dit « j'ai la question, j'ai pas de réponse ». Donc, face à cette question qui est individuelle, là, c'est pas un problème de société, on n'attend pas de Zemmour, de Macron ou de notre la réponse. Je pense que notre culture, notre civilisation
avec la disparition du fait religieux, nous laisse seuls devant le monde. Et c'est là où je vais rejoindre Kenneth White. Alors c'est pas une religion panthéiste qu'il propose, c'est pas ça. Mais il nous dit la seule chose dont on est sûr, c'est cet océan, ce sont ces îles, cette tectonique des plaques, là on est sûr, ces animaux, tout ça. Là on est sûr de ça, mais au-delà de ça, les grandes utopies c'est terminé. C'est dur pour la génération qui est la mienne, 68 ans. Moi je voulais changer l'homme. Je voulais changer le monde et changer l'homme. L'homme nouveau. Entre guillemets, c'était ça. Et puis ça n'a pas marché. Partout ça a été essayé, ça a été une catastrophe inconcevable pour les siècles précédents. Puis à la Saint-Barthélemy, c'est un effet collatéral par rapport à la Shoah, au Goulag, à tout ça. Donc devant cette situation, un des replis, et là je reviens à des itinéraires personnels, c'est devant ces questionnements qu'à un moment donné, ça nous fait du bien de lire les poésies de Kenneth White. Voilà, il ne nous parle pas de sang, il ne nous parle pas il n'y a pas la haine sur les visages qui se voit. Non, c'est apaisant de parler de l'albatros, d'être sur les rochers, d'être dans la géologie des pays nordiques, de la Norvège. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, le poème de Saint John Perse que j'ai lu, il parle de l'Ordos des steppes en Mongolie, et bien on y va. Et là, il en parlait quand il parlait du voyage. Et je repense à Bouvier, on ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui vous fait dans l'usage du monde. Mais ça, c'est des leçons extrêmement profondes, c'est pas un slogan publicitaire, ça, cette formule de Bouvier. Allez vous fabriquer en faisant un voyage. C'est évidemment le contraire du voyage touristique. Le contraire. Alors, j'ai commis un bouquin qui s'appelle Tourisme, arme de destruction massive. C'était pas contre le voyage, c'est contre cette idée du voyage de masse, qui est le contraire du voyage qu'a expliqué Kenneth White dans sa dérive sur le Saint-Laurent, dans le Hokkaido. C'est pour se construire soi-même. Et ça, je le trouve dans ses livres. C'est la construction dont je parlais, que par ses bouquins, il a réussi à fabriquer chez certains d'entre nous. Et on revient à des engagements individuels et citoyens aussi. Quand tu évoques la Shoah, le Goulag, la Saint-Barthélemy, on peut éventuellement comprendre pourquoi Ken ne s'appesantit pas sur l'homme. Mais voilà, mais oui, c'est ce que je veux dire. Y aurait-il, avant que l'on en termine et que l'on évacue la salle, une question, une réflexion chez vous, Amandine? Une habituée du micro. Je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas perdu. Bon, je vais essayer vite. Parce que Michel, je voulais te répondre plusieurs fois, j'ai trouvé très juste ce que tu disais par rapport à la notion de chaman. En effet, il me semble qu'il y a quelque chose, mais pas du tout dans l'idée de gourou et tout ça, non, c'est parce qu'il y a quelque chose d'initiateur chez Kenneth. Et en effet, quand tu parlais aussi d'initiateur, par exemple pour moi, et comme pour beaucoup d'autres, il a été... grâce à lui, des gens ont pu partir dans leur propre géopoétique. Mais par contre, ce que tu dis sur le fait qu'il ne s'intéresse pas aux humains, je l'ai beaucoup remarqué. Parce que en étudiant ses poèmes, et puis surtout en cherchant à les lire, et puis en travaillant sur d'autres poètes, je me disais, mais c'est quoi son truc? C'est sec quand même. J'adore les dire, j'adore lire ses poèmes. Ça a été la base, justement. Après, j'ai pu partir en géopoésie avec d'autres auteurs. Et je me disais, mais c'est quoi dans son truc? Après, je me suis dit, en lisant par exemple d'autres poètes en même temps que lui, je disais, ah mais oui, mais il n'y a pas d'humain dans son truc, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration par exemple, il n'y a pas... il va très peu dire je, ou il dit nous, ou il dit je, mais c'est pas pour raconter une histoire personnelle. Et ce que je me suis dit, alors ça va relier ton dernier truc, c'est que... alors, c'est comme si sa poésie, il va partir justement de quelque chose de... On parlait de sa parole simple, quelque chose de très brut, très simple, sur lequel justement, ou vers lequel on va pouvoir aller facilement. Et par rapport à ce que tu disais aujourd'hui, le rapport entre écologie et géopoétique, ou comment faire, moi ça me donne l'envie, souvent ça m'a donné envie, en effet, de faire un voyage, mais tout simple, ne serait-ce juste que d'aller sur les coteaux en face de chez moi et de faire le travail que lui fait, c'est-à-dire juste très simplement, ok, regardez la brume par exemple,
Ok, c'est quoi? Elle est faite comment? Elle commence d'où? Elle sort de l'eau? Elle se mélange avec quoi? Comprendre des choses toutes simples comme lui il fait. Et après, moi, ça me permet, je peux écrire des poèmes où je parle de l'humain, mais il m'a appris une base du réel. Et c'est vrai que le réel, il est assez, comment dire, c'est pas sec, mais il est ce qu'il est, quoi. C'est réel. Donc, moi, ça a commencé à... j'ai pu travailler, c'est quoi observer. C'est quoi comprendre un phénomène terrestre. Il faut de la patience, c'est pas passionnel au départ. Après, ça le devient, c'est sûr. Et c'est en ça que la géopolitique peut nous aider à vivre, juste parce qu'on peut sortir dans le jardin ou en tout cas dans la rivière à côté et l'observer et on se rend compte de trucs de dingue. Mais il faut être patient. L'un de vous trois a-t-il quelque chose à ajouter? C'est l'heure. Ce sera le mot de la fin.